Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre sur AGA TV, la chaîne d'information de la Fédération des agents généraux d'assurance. Dans cette émission, nous allons nous pencher sur les chiffres de votre profession et sur ses perspectives en commentant le deuxième observatoire des agents généraux d'AGA. Alors cette année, vous verrez, nous parlerons agents généraux, mais aussi agence générale. Vous verrez la subtilité de l'association, des agents, de l'activité en société. On parlera aussi de rémunération, de la dynamique territoriale et du recrutement, ainsi qu'un focus qui a été établi sur les agents spécialisés vie. Avec moi, autour de cette table, des invités de marque. Je commence par Pascal Chaplon. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Charles. Vous êtes président d'AGA et agent général AXA. Oui. À côté de vous, Benjamin Proux, président adjoint d'AGA et agent général Swiss Life. Bonjour Benjamin. Jean-Marie Saunier, vous êtes directeur général de la Cavamac, donc la caisse de retraite. Tout à fait. Des agents. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Et Jean-Charles Pied. Bonjour. Bonjour Jean-Charles. Trésorier d'AGA et agent mutuel de Poitiers. Oui. Voilà. Je rappelle quand même que vous êtes sur le terrain. Oui. Et on en discutait avant cette émission, notamment dans l'actualité. Alors, on va commencer par... il y a plusieurs volets dans cet observatoire. On va commencer par la carte d'identité des agents généraux. On appelait ça comme ça, la carte d'identité. Mais d'emblée, Pascal Chaplon, comme ça, globalement, est-ce que vous détectez des nouveautés dans ce deuxième observatoire par rapport à l'année dernière ? Alors, des nouveautés, oui, bien sûr. On a livré un premier observatoire en 2022 qui était notre galop d'essai. Et on a souhaité aller un peu plus loin dans l'analyse de notre profession en entrant dans les spécificités de chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est agent général, on exerce son métier de plein de façons, avec des spécificités, des spécialités, des associations de spécialistes, des compétences partagées. Et il fallait absolument qu'aujourd'hui, on soit capable d'aller creuser un peu plus ces compétences. Et on a fait effectivement un focus, comme vous le disiez, sur les agents qui ont une activité en matière d'assurance de personnes un peu plus forte que les autres. On avait besoin de connaître ces profils d'agents et on a d'ailleurs un grand nombre de surprises à la sortie quand on a analysé les chiffres. Mais aujourd'hui, quand on est agent général, on a X façons d'exercer son métier. Et c'est ce qu'on voulait absolument creuser dans ce deuxième observatoire. D'accord. Je précise d'ailleurs à propos des assurances de personnes que Benjamin Proux est président de la commission des assurances de personnes d'AGA. Tout à fait. Voilà. Alors, Jean-Marie Saunier, donnez-nous les sources de ce deuxième observatoire, les sources, d'où viennent les chiffres. En fait, vous êtes une bonne vigie au niveau de la Cavamac. Tout à fait, parce que l'analyse économique, on peut la faire déjà à partir des chiffres qu'on a à la Cavamac. Tous les agents généraux sont à la Cavamac, ils sont tous affiliés, donc on connaît leur âge, on connaît leurs revenus, on connaît leur commission, on connaît leur résidence professionnelle. Donc on peut déjà avoir beaucoup de choses sur les agents. Sur une longue période. Depuis 2004, on a un suivi individuel de tous les agents. Et puis, on a fait une analyse, une enquête, donc AGA a fait une enquête auprès de 1500 agents, et les données de la Cavamac, là, qui représentent la population totale, ça a permis de pondérer, de donner un poids très très fin pour tous les agents qui ont répondu, donc ce qui donne une qualité vraiment très bonne à cette enquête auprès de 1500 agents, ce qui permettra donc de présenter des chiffres assez détaillés ensuite. Donc une fusion, enfin on peut dire un mix entre votre étude Exactement. Et les chiffres de la Cavamac. Alors si les chiffres sous les yeux, 12 500 agents généraux d'assurance, 12 000 agents généraux, bien d'accord, parce que j'ai parlé des agences tout à l'heure, 49 ans en moyenne, 20% de femmes. Et donc 500 de plus depuis 2019. Pascal Chaplon, comment on peut expliquer ces mouvements annuels? Et déjà, est-ce que vous êtes satisfait de ce mouvement? Est-ce que c'était un peu prévu? Alors, on avait perçu cette tendance, oui. Effectivement, puisque depuis 2019, on est en inversion de courbe et on est en solde positif, pour reprendre un terme cher aux assureurs. Sur le nombre d'agents, plus 500 agents généraux depuis 2019, effectivement c'est encourageant. Par contre, on verra que la croissance, elle ne se fait pas de façon égale dans tous les réseaux. Et il est clair qu'aujourd'hui, si on prend les nouveaux entrants, 2021, c'est 987. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un mouvement important d'entrée dans la profession,
ça veut dire que la profession, elle est attirante, ça veut dire qu'elle est dynamique, ça veut dire qu'elle génère des envies d'indépendance et d'installation à titre libéral. D'ailleurs, pour reprendre votre chiffre, sur les nouveaux entrants, c'est 30% de consorts. On est en évolution par rapport aux chiffres globaux de la profession. Un beau taux quand même. Oui, c'est un beau taux. On a encore des efforts à faire. Hein. Oui, et la moyenne d'âge, par contre, est plus basse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouveaux entrants, on est à 39 ans. D'accord. Contrairement à une moyenne qui est de l'ordre de 49 ans pour les agents en place. Donc ça veut dire que ce qui est encourageant, c'est le rajeunissement de la population. Ça, mon ami Jean-Marie est ravi, puisque ce sont des cotisants potentiels pendant plus longtemps. Mais surtout, on a une dynamique positive, avec un solde positif du nombre d'agents généraux. On verra après qu'il faut nuancer les chiffres pour certains réseaux. Alors au niveau féminisation, je parlais de 20% de femmes au total, et sur ces nouveaux agents, il y a une poussée des... Oui, on est un petit peu plus de 30%. D'accord. Et ça, c'est super, parce qu'on a aussi une volonté de féminiser notre profession. Après, c'est une profession qui est exigeante en matière d'investissement de temps, d'investissement personnel. On peut comprendre que certaines jeunes femmes, ce soit un peu plus difficile de s'engager dans ce métier qui est un peu envahissant dans sa vie personnelle. Mais c'est plutôt encourageant. Enfin, moi, je trouve que c'est très encourageant d'avoir cette féminisation de notre profession. Il faut voir que on a globalement, dans tous les réseaux, une volonté de croissance. Ça veut dire quelque part que cette notion de modèle de distribution, il est aujourd'hui plus remis en cause à aucun moment dans son statut. Et ça, c'est fort. Par rapport à, je me souviens, à quelques années, on se posait la question on nous a expliqué à plusieurs reprises du devenir des agents. Notre métier allait disparaître, oui. Qu'on était voué à la disparition. Comme les éléphants d'Afrique, on était en diminution du nombre d'espèces. Et que c'était difficile de pouvoir se projeter sur l'avenir en matière de développement du nombre d'agents généraux. C'est plutôt encourageant. On a des grands réseaux qui y sont allés aussi, avec des renforcements forts. Et puis, on a des spécialités autour des assurances de personnes qui, dans certains cas, là, effectivement, font des croissances en nombre d'agents importants. Après, le tout, c'est de rester aux manettes dans son agence. On peut faire référence effectivement aux éléphants d'Afrique. Certains, dans leur tour d'ivoire, se sont trompés sur l'évolution des agents benjamins. Vous êtes vous aussi pas spécialisé sur le recrutement, c'est pas ça, mais vous travaillez ce sujet. Quelques mots peut-être pour compléter ce que disait Pascal. C'est déjà beau. Oui, enfin, Pascal a déjà pas mal tour d'horizon. Pas mal fait le tour d'horizon. Non, effectivement, le nombre de nouveaux agents est plutôt tiré par des agents dits spécialisés vie, et c'est ce qui a un petit peu déclenché cet observatoire, un peu focus sur les agents vie, parce qu'on avait la volonté chez AGA de savoir qui c'était et de pouvoir comprendre un peu leur mode de fonctionnement. On verra après dans les chiffres, effectivement, ce que disait Pascal, que c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Et on va dire c'est tant mieux, puisque l'objectif de cet observatoire, c'était vraiment de faire le spectre le plus global possible. Hein. On a vraiment balayé les 12 500 agents pour pouvoir retirer un petit peu la quintessence de ces agents vie. Alors en nombre, effectivement, il y a beaucoup de recrutements sur des réseaux spécialisés type qu'on connaît tous. Hein. Par contre, effectivement, on verra par la suite leur pérennité dans le temps. Oui, tout à fait. Ça, c'est un élément important de cette émission. On a une idée de leurs origines, de ces nouveaux agents. Est-ce qu'ils étaient dans l'assurance avant, ou bien ils viennent d'autres, globalement Alors, oui, effectivement, depuis un certain nombre d'années, les compagnies recrutent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a plutôt tendance à avoir des commerciaux aujourd'hui. Oui. Donc plutôt issus de réseaux bancaires. Donc c'est plutôt positif, puisque ça tire notre réseau vers le haut. Avec aussi une qualification plus importante. Hein. On a créé avec AGA le MBA, mais on a aussi des profils aujourd'hui qui sont quand même beaucoup plus capés en termes de formation. Maintenant,
Maintenant, il y a toujours du pour et du contre par rapport à tout ça. Il y a aussi un projet d'entreprendre et un projet d'entreprise à la création ou la reprise d'une agence. Donc entre le commercial et le manager ou le chef d'entreprise, voilà, il faut toujours trouver le bon équilibre. Et c'est là où on veut surtout montrer que on a besoin de s'équiper et peut-être d'associer des compétences. D'accord. Vous avez ces mêmes sentiments au niveau plutôt des commerciaux aujourd'hui, plutôt des... Ce qui est sûr, c'est on continue quand même à être dans une deuxième vie professionnelle. Ça, je pense pas que ça change beaucoup, même si on sent bien qu'effectivement, les créations sont plutôt offertes ou ouvertes et prises par des nouveaux, enfin, ou des plus jeunes agents, mais la force vive aujourd'hui, c'est une deuxième vie professionnelle. Ça reste des profils, moi je pense, qui sont assez larges, parce qu'en fait, ce métier, on a besoin d'avoir un vécu pour être aujourd'hui un distributeur de produits d'assurance, d'accompagner. Il faut avoir une vraie notion d'empathie dans la gestion. On voit bien en ce moment tous les enjeux sinistres. Les derniers de ce week-end, on voit bien qu'il faut avoir un certain professionnalisme, une certaine expérience pour accompagner. On en parlait tout à l'heure, Pascal. Voilà, une jeune fleuriste qui est dévastée, un jeune entrepreneur dans un commerce qui voit pas du tout où c'est. Donc, je crois que c'est vraiment une tendance qui s'installe. Et qui d'ailleurs fait aussi que ça donne la pérennité à notre métier, puisqu'on a des gens qui arrivent avec une maturité, et donc de fait, peu de chances, enfin, de grandes chances de réussite. Je pense qu'on peut féliciter les compagnies qui ont monté le curseur dans le niveau de recrutement. On a eu une période, c'était 15, 16, 17, où là on avait effectivement tendance à aller rechercher le profil commercial et peu importe un peu ce qu'il avait fait avant. Là aujourd'hui, il me semble qu'on est plutôt sur des recrutements qui sont un peu plus costaud en matière de parcours précédent, en matière de niveau de diplôme. On retrouvera plus facilement des bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 dans ces profils. Et comme disait Benjamin, l'agent général, par définition, il faut qu'il soit manager, il faut qu'il soit technicien, il faut qu'il soit comptable, il faut qu'il soit RH, il faut que... Donc, commercial, bien sûr, mais c'est évident, mais il a toutes ces autres casquettes, et sa culture personnelle et son origine, sa première vie professionnelle peuvent être très, très intéressantes. En tout cas, comme le disait Jean-Charles Piquet, des règles des agences qui ont déjà un vécu, et vu le contexte actuel, notamment avec les émeutes, on peut se féliciter, alors saluer tous les agents bien sûr, mais particulièrement les nouveaux entrants pour qui ça ne doit pas forcément être simple aujourd'hui face aux assurés, aux clients. Alors, les agences, c'est aussi, ils s'installent sur tout le territoire, donc il y a une certaine dynamique territoriale. Donc, je vais passer, la variation du nombre d'agents entre 2015 et 2021 avec donc le total des agents, et sur la partie droite, les agents spécialisés vie. Qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce qu'on peut en tirer, Jean-Marie Saunier, de ces évolutions ? Alors, les données territoriales, c'est vraiment passionnant. Parce que quand on regarde l'évolution du nombre total, ça évolue lentement. Là, 12 500, on retrouve le niveau de début 2010. Voilà, ça bouge un peu, ça baisse un peu, ça augmente un peu. Disons que c'est stable depuis quand même pas mal d'années. Au niveau territorial, ça migre. Il y a beaucoup de migration. Ça change beaucoup. Il y a des endroits où il y a beaucoup de création, beaucoup de destruction. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une migration comme pour les éléphants d'Afrique, mais il y a une migration. Il y a une migration. Alors, tous ces petits chiffres-là, on les voit au niveau des bassins de vie. Parce que l'intérêt d'analyser au niveau territorial où se trouve l'agent, c'est pas uniquement dans sa commune, mais c'est dans le bassin de vie. Le bassin de vie, au niveau de l'INSEE, ça se définit comme étant le lieu où on va avoir accès à l'ensemble des services publics, de l'hôpital, du commerce de proximité, des écoles, etc. Donc c'est la petite commune rurale avec toutes les communes périphériques. Et donc là, c'est intéressant. Finalement, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de pertes au niveau rural. Eh bien, au niveau rural, il y a eu, entre 2015 et 2021, 800 créations, 800 destructions. Vous voyez, il y a beaucoup de mouvements. Okay. C'est stable, on va arriver à quelque chose qui est stable, mais au niveau de l'ensemble des bassins, selon leur taille, on s'aperçoit, c'est que les agents, ils sont là où il y a de la population, il y a 10% de la population, il y a 10% des agents, il y a 10% des commissions. Ça, c'est pour les communes de moins de 20 000, les bassins de vie de moins de 20 000 habitants. Et là,
Donc la carte, si je reviens à la carte, on a montré simplement les évolutions entre 2015 et 2021. Donc les petits points bleus, ils sont proportionnels à la baisse. Et donc là, on voit des baisses plus sur le centre de la France, etc. Et puis au niveau de l'arc atlantique, au niveau de la région Rhône-Alpes, du bassin, du pourtour méditerranéen, là vous avez des créations nettes. Ça va aussi avec l'évolution démographique et donc c'est vraiment au niveau local que ça doit se regarder. Au niveau d'une région, on voit rien. Parce que tout s'en mêle. Il y a les destructions, les créations, on ne voit plus rien. Il faut vraiment regarder au niveau détaillé. Et pareil, on va regarder les centres-villes. Les centres-villes, on a des villes, donc le centre-ville du bassin, enfin le bassin où il y a la ville centrale. Soit il y a des pertes, soit il y a des créations, mais c'est comme on le sait, il y a des villes qui perdent leur commerce de proximité au niveau du centre, puis c'est la périphérie qui se développe, ou inversement. Donc c'est vraiment une analyse au niveau local qu'il faut faire, et puis tout ça, ça donne une évolution intéressante, et puis on voit les logiques des compagnies derrière. Oui, c'est la cartographie du plan réseau des compagnies, voilà. Aujourd'hui. Alors une distinction avec les agents vie, on a l'impression alors je peux me tromper, mais qu'il y a une sorte, on va dire, de conquête de l'Ouest. Exactement. Alors on a regardé en 2005, il y avait 700 agents réseau spécialisés vie. Ouais. Aujourd'hui, il y en a à peu près 2000 agents dans ces réseaux-là. Et en 2005, ils étaient à Paris. Ouais. À Paris, un petit peu à Lyon, un petit peu à Bordeaux, voilà. Et puis ça s'arrêtait là. Et puis un petit peu à Marseille. Aujourd'hui, vous voyez, il y en a un petit peu partout. Ça s'est égrené, ça s'est développé un petit peu dans toute la France. Donc là, on voit, par exemple, à Paris, c'était 12% des commissions. Aujourd'hui, c'est 25% des commissions. Et ailleurs, ils étaient quasiment inexistants. Donc il y a bien, ça suit effectivement, alors avec des précautions à prendre, mais ça suit quand même, on va dire, la migration des populations. Exactement. Et on le voit au niveau local, là où il y a des centres qui se créent, qui se développent, c'est là où il va y avoir un agent qui va s'installer, alors que les zones qui sont en décroissance, etc., ou de population, d'activité, et là, l'agence va fermer. Donc on voit beaucoup d'évolutions. Donc c'est une population qui vit énormément, en fait. D'accord. Tu m'as un commentaire de plus? Il y a quand même une belle répartition territoriale. C'est ce que j'allais dire. On a un maillage effectivement qui est intéressant à l'échelle du territoire. On retrouve des dynamiques dans les grands bassins, de vie, les grandes zones démographiques. Quand on dit aujourd'hui que les médecins ont plutôt tendance à aller sur un certain nombre de bassins, on retrouve une dynamique assez proche. On voit que l'activité est concentrée. Ça serait intéressant d'ailleurs de regarder par rapport au PIB des différentes régions de France, comment on est situé et quelle est l'analyse de l'évolution de nos populations. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être creuser un peu, mais le maillage territorial, il est excellent aujourd'hui. Oui, sur les zones. Alors, il y a certaines. On reste dans la diagonale du vide, on reste dans la diagonale du vide, comme disent les géographes. La diagonale du vide, elle existera toujours. Et donc c'est cohérent. Et les agents, il faut qu'ils aient une zone de chalandise pour pouvoir l'exercer. Donc, c'est cohérent. Effectivement, on voit bien ici le maillage territorial. Alors, je disais en introduction qu'on faisait une distinction entre les agents et les agences. Subtil, tout ça, Jean-Charles Pied. Alors, pourquoi cette distinction? Pour quelle raison cette séparation? Je pense qu'aujourd'hui, sur ce deuxième observatoire, on avait envie d'affiner, de nous assurer que c'est des choses... Enfin, c'est un observatoire que nous pourrons faire quasi annuellement pour voir aussi l'évolution, parce que l'intérêt c'est de démarrer et après de voir comment les chiffres évoluent. Mais je crois que c'est le sens de notre histoire aujourd'hui. C'est vrai que très longtemps, l'agent général, c'était une personne installée dans un milieu, on vient de le dire, qui avait une notion, je le dis souvent, après ça change un peu, mais une espèce de notion de père-fils, de transmission. Enfin voilà, on était dans son village quelqu'un de reconnu pour exercer ce métier, profession libérale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de se professionnaliser, il y a de la structuration. Il y a l'évolution des modèles d'exercice. On est en plein dans le débat de la SARL. On a des reviendra, oui, sur ce voilà, tout à fait. On a des associations de plus en plus. Donc globalement, on peut imaginer, peut-être pour juste donner le chiffre, mais on vient de parler de 12 500 agents, mais c'est 9 500 agences, vous voyez déjà. Donc c'est un premier point.
le sens de notre histoire, on va quand même de plus en plus dans des pôles, comme disait tout à l'heure Benjamin, structurés à compétences. Donc de fait, l'agence prendra le pas sur l'agent. C'est aussi l'histoire peut-être de cette TPE ou PME, c'est-à-dire que malgré tout, très proche des collaborateurs et tout. Donc à un moment, on raconte l'histoire de tout le monde. Et donc je trouve que c'est bien d'aller vers l'agence. Le chiffre, c'est des chiffres globaux, voilà, le commissionnement, et c'est une meilleure lecture pour tout le monde. Donc je trouve que ça permet vraiment d'avoir un regard équipe, regard TPE. Et donc je pense que demain on installera certainement dans l'observatoire cette notion de regard par l'agence, même s'il faut toujours démarrer comme vous l'avez fait tout à l'heure, comme on l'a fait par une carte d'identité. Donc il y a 30% aujourd'hui, selon les chiffres, qui exercent à plus de donc à plus de 2. Tout à fait. On a encore 70% d'agents d'agences individuelles, c'est ça. Oui, c'est ce qui reste, 70% d'agents qui... Mais avec des volontés, on l'a senti, avec des volontés, on le sent bien dans les projets, parce qu'on a questionné un petit peu, alors c'est un chiffre pour l'instant qu'on met un petit peu, ou qu'on prend avec des pincettes, parce qu'il faut le confirmer, mais on a beaucoup de volonté d'associations, tout ça. Donc aujourd'hui, certains agents, et d'ailleurs on y reviendra sur l'activité, mais on sent bien que certains agents ont compris qu'il faudra s'associer en compétences pour pouvoir porter les nouveaux marchés. Donc ce chiffre, on n'a pas vérifié s'il était en augmentation cette année. Aujourd'hui, on sait que c'est 30%. Mais les éléments entre l'ASRL potentiel demain et puis l'association quand même incitée par un certain nombre de compagnies mandantes, ces deux sujets font que demain, je pense qu'on ira encore plus loin dans l'association. Donc la lecture de l'agence s'impose aussi à nous. Alors justement, donc vous avez mis le focus cette année aussi sur l'organisation des agences, notamment sur les associations, l'exercice en société. Est-ce que vous pouvez dire un mot, parce que je sais que c'est un sujet important pour votre profession. Oui, c'est un sujet important. C'est surtout que, afin de répondre aux exigences de nos clients, on s'aperçoit de plus en plus que l'agent qui exerce seul, c'est difficile d'être excellent partout. Alors bien sûr, quand on parle d'agent général, c'est un agent généraliste, et on n'est pas du tout en incohérence quand on trouve 70% d'agents qui exercent de façon généraliste leur métier. Après, si on veut aller sur des marchés plus particuliers, il est important de retrouver d'associations de compétences. Et là, en l'occurrence, il semblerait qu'il y ait une évolution du nombre d'agents qui exercent à 2, à 3, à 4. Donc ça, on va le suivre un petit peu plus en détail. Les compagnies l'encouragent. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais je pense que c'est une réalité qui est nécessaire. C'est-à-dire que quand vous avez un agent général qui est spécialisé sur le risque dommage en entreprise, c'est dommage de ne pas pouvoir parler de patrimoine, d'épargne, d'assurance collective avec son client. Et c'est là où ça peut être intéressant d'avoir cette synergie et de faire entrer une compétence au sein d'une agence. Pour moi, l'agence générale, je la vois effectivement évoluer vers un nombre d'agents plus important, et l'agent en exercice individuel, même si j'ai beaucoup de respect pour ces 70% de confrères qui travaillent seuls, je pense qu'il faut s'interroger sur le devenir de son agence, parce que, me semble-t-il, la professionnalisation, le professionnalisme est aujourd'hui d'une très grande exigence, y compris à travers la conformité. Si on veut être au top partout, me semble-t-il, l'association est un bon moyen, un bon modèle. Je pense que la conformité va pousser forcément à avoir plus de compétences et de spécialisation. Il y a un accord avec France Assureur que vous avez signé au printemps dernier, au mois de mars. On a signé au mois de mars. Donc les compagnies jouent le jeu. Alors, on a signé en mars 2023 une annexe à notre convention de 96 pour officialiser, déployer le volet de la loi sur les indépendants et l'exercice en société de capitaux. Donc aujourd'hui, on a eu effectivement un excellent travail réalisé avec France Assureur sur ce dossier. On sent déjà quelques frémissements. Avec les services de la fédération sont saisis d'études de passage en société. Alors, mars, juillet, donc il faut aussi laisser le temps aux compagnies de s'approprier cet environnement. Mais on sent que ce qui est encourageant, c'est que certains réseaux où c'était quasiment un sujet tabou, on a déjà des évolutions par rapport à ça. Sachant qu'il faut aussi comprendre que dans les compagnies, pour arriver à étudier la reprise d'un portefeuille sous forme d'une société de capitaux,
il faut aussi avoir les compétences en interne, au sein des équipes des compagnies, pour pouvoir analyser un business plan, monter un business plan, qui ne se monte pas tout à fait de la même façon que lorsqu'on démarre avec une entreprise en entreprise individuelle. Donc, il semblerait qu'il y ait des choses qui se passent. Alors encore une fois, et on l'a dit et on le redira, la SRL n'est pas le Graal, c'est pas la panacée. Non, mais vous étiez venu il y a quelques mois sur ce plateau pour promouvoir la SRL. Aujourd'hui, c'est 8% oui. Des modes d'exercice. Oui. L'entreprise individuelle restant à 46%, l'association 21%, le URL donc qui a disparu, enfin en tout cas on ne peut plus en créer d'autres, 18%, et le URL 6%. Sur ce point, c'est un sujet, effectivement, voilà. Parce que le URL était un format prisé par nos confrères. Pourquoi ? Parce que le URL aujourd'hui permettait d'obtenir l'avis d'une structure soumise à l'impôt société. En clair, je pilote mes charges sociales, et je pilote mon revenu de gérance, et je pilote mon IRPP. Là aujourd'hui, la solution proposée par l'État à la place de l'EIRL, c'est l'entreprise individuelle à l'IS, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc on a des discussions actuellement avec Bercy pour voir si on ne peut pas faire évoluer ces EIRL vers autre chose, notamment peut-être des EURL. Oui. Parce que, bien sûr, ces EIRL, elles vont exister, elles vont perdurer, mais elles répondaient quelque part à un déjà premier schéma d'organisation en interne avec le pilotage économique de l'agence. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur. À l'heure actuelle, ce sujet de pilotage économique des agences, c'est réellement un modèle qu'il faut qu'on travaille et on creusera, dans les années futures, on creusera la rentabilité et la comparaison de rentabilité entre ces structures sociétales et ces structures individuelles. URL, donc, est une SARL associée unique, en fait. Exactement. Voilà, donc, exactement. C'est un point de passage intéressant. Alors maintenant, on va parler un peu de sous. De commission, de revenus. Parlons commission. Donc là, j'ai un deuxième petit graphique à vous présenter. Un deuxième petit graphique qui passe à l'antenne. Voilà, il est là. Alors, dites-nous un peu ce qu'il en est. Je vois une courbe assez intéressante à commenter là. Vous avez deux courbes. Voilà. Vous avez l'évolution des commissions moyennes et l'évolution des revenus moyens. Ouais. Alors qu'est-ce que... Celle qui part de un peu moins de 200 000 et qui arrive à 320 000, ce sont les commissions moyennes. Donc vous avez un certain dynamisme. Vous avez environ 2% par an, en moyenne annuelle, d'évolution des commissions. Donc le chiffre d'affaires, on peut... Exactement, du chiffre d'affaires. Les revenus, eux, ont évolué beaucoup moins vite. Ils ont évolué 2 fois moins vite. Donc ils sont passés de 75 000 à 100 000 euros. Et ces dernières années, ils ont plutôt évolué moins vite. Oui. Ils évoluent à 0,8, là où les autres évoluent, les commissions évoluent à 2%. Donc il y a un décalage qui se fait progressivement. Et ce décalage, on peut le faire, on peut comparer les commissions, faire un rapport entre commissions et revenus. Aujourd'hui, le rapport, il est à 3. Il était à 2,5 en 2004. Il évolue tout doucement, mais de façon régulière. Il est passé de 2,5 à 3. Ce qui veut dire que pour avoir 1 euro de commission, aujourd'hui il faut 3 euros de commission, il y a 1 euro de revenu, 3 euros de commission, il fallait pour 1 euro de revenu, 2,50 euros de commission. D'accord. Donc des explications les uns et les autres, Pascal, Benjamin, Jean-Charles, qu'est-ce qui peut... On a bien une petite idée en tête, évidemment, entre la différence entre le chiffre d'affaires et les revenus. On avait l'an dernier émis quelques remarques sur... dans l'Observatoire de l'an passé, on avait analysé le pourcentage de frais généraux par rapport aux recettes. Donc là, on a souhaité aller un petit peu plus loin et comparer les revenus par rapport au chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on constate ici ? On constate effectivement que pour arriver à continuer de préserver son revenu, il faut faire du développement. Ce développement, il est assorti d'augmentation de charges. Et on a depuis 2 ans une augmentation très, très forte de la masse salariale. Le premier poste dans une agence, c'est le poste des salaires. Mais encore une fois, si on veut être attractif, il faut accepter de faire des efforts sur cette ligne budgétaire. Néanmoins, on le retrouve, puisqu'on va creuser le différentiel. Et puis aussi, ça nous permet d'observer que pour pouvoir absorber le transfert de charges qui sont faites par les compagnies d'assurance de plus en plus,
ça nécessite aussi un investissement de la part de l'agent, donc des frais généraux. Le transfert de charges de la part de l'assureur. Mais bien sûr. Les compagnies aujourd'hui, elles ont trouvé un moyen pour piloter leurs frais généraux, c'est que ce qu'elles ne veulent pas faire, le font faire à l'agent. Ou ce qu'elles ne peuvent plus faire, elles le font faire à l'agent. Sauf que l'agent, derrière, il y a forcément la structure qui doit être associée. Et là, moi, ce graphique m'interpelle, et on ne peut pas avoir continuer d'avoir cette croissance de commission et ce différentiel qui fait que on a une entreprise qui est plutôt bien portante avec une croissance à 2, 2,5, 3, effectivement c'est plutôt correct. Par contre l'impact sur le revenu il est effectivement moindre et ça mérite de discuter le sujet et on va le discuter avec les compagnies. Est-ce qu'il y a aussi est-ce que ça peut être lié aussi à l'acquisition des portefeuilles, l'endettement? Oui, ça peut être lié à l'acquisition d'entrée, bien sûr. Peut-être plus cher, je ne sais pas. Alors, on retrouve aussi un endettement un petit peu plus élevé parce que les compagnies ont arrêté de céder de petits portefeuilles. Elles essayent de faire des cessions de portefeuilles un peu plus importantes, de façon à ce que l'agent ait une base économique un peu plus solide pour pouvoir investir. Donc forcément, il y a un investissement dans le coût. Mais encore une fois, si vous payez un portefeuille un peu plus cher, c'est que vous avez un volume de commission plus important et que ça doit vous permettre de faire du développement. Sauf que là, on voit que on n'arrive pas à conserver une dynamique sur les revenus, pour moi suffisante par rapport à l'investissement. Vous avez conclu un partenariat avec la société Interfimo récemment, vous en avez fait part. C'est un peu lié à cette question d'acquisition, cession. Oui, parce que on s'aperçoit, vous connaissez comme moi le marché bancaire aujourd'hui, Jean-Charles, et quand vous êtes profession libérale et que vous allez voir votre banquier pour un investissement sur un achat de clientèle, les conditions sont un peu raides. Donc on s'était dit que dans notre boîte à outils à destination des agents généraux, ça serait intéressant d'avoir un accompagnement pour le financement et l'entrée dans la profession. Donc effectivement, on a passé un accord avec Interfimo il y a une semaine. Interfimo, aujourd'hui, c'est un accompagnateur qui va permettre déjà d'analyser le business plan, de solidifier le business plan dans sa validation, et puis de trouver des solutions de financement. Aujourd'hui, il y a une hausse des taux, c'est clair. Il y a un sujet par rapport à l'apport. Les banquiers, aujourd'hui, sont très très durs sur le montant de l'apport. Quand vous achetez un portefeuille à 4 ou 500 000 et qu'on vous dit il faut 30% d'apport, forcément, à 30 ans ou à 35 ans, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Donc on a ce projet avec Interfimo, enfin ce projet, c'est plus un projet, c'est un accord avec Interfimo, qui est une société de caution mutuelle, qui apportera aussi une garantie pour l'acquisition du portefeuille. Donc ça, c'était important pour nous d'avoir ce schéma. Mais encore une fois, il va falloir se poser la question sur la dégradation du compte de résultat de l'agent par le transfert de charges effectué par les compagnies ou les prestations payantes. Parce qu'on a de plus en plus l'apparition de prestations payantes que les compagnies nous facturent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait l'analyse, il y a des choses à dire aussi. D'accord. Vous ressentez ça aussi également, Benjamin, Jean-Charles? Oui, on a un transfert. En tant qu'agent, là, transfert-là, oui, en tant qu'agent. En tant qu'agent général, exerçant pour une compagnie, on voit bien aujourd'hui une évolution. Moi, celle que je ressens le plus, c'est quand même tout ce transfert de la dématérialisation qui aujourd'hui a créé des frais. Et effectivement, il n'y avait pas de vraie histoire préalable. Donc, de fait, on est rentré directement dans une facturation de location des outils, de location pas des franchises, mais des locations de toutes les licences. Donc c'est vrai que tout ça, mis à bout, les leads, un certain nombre de sujets nouveaux qui de fait se sont trouvés facturés alors qu'on sortait d'une période où effectivement on était plutôt là dans une mise à disposition, quelque part. Donc c'est quand même des choses, c'est vrai que cette récurrence et tout ça, ça finit par effectivement peser sur les comptes de résultats. Oui. Même chose, Benjamin. Alors vous êtes monsieur recrutement aussi, donc on a parlé d'endettement et de transfert de charges, mais il y a aussi les charges personnelles, comme l'expliquait Pascal. Oui, comme disait Pascal, d'un point de vue attractivité, c'est vrai que notre plus gros poste de charge aujourd'hui, c'est le personnel, la masse salariale. On a une augmentation importante. On a une concurrence aussi sur ce marché. Bien sûr.
on n'est pas tout seul entre l'offre bancaire, le courtage ou de compagnie. C'est vrai que pour attirer aujourd'hui les jeunes, et notamment les jeunes diplômés, c'est compliqué, notamment dans les bassins de vie attractifs, et pas forcément à Paris, mais aussi à l'ouest, là où les éléphants d'Afrique ont migré. C'est pas le cimetière, là, pour le coup, des éléphants. Non, pour le coup. Oui, et puis tout a augmenté, et c'est vrai que le grand discours de l'augmentation des commissions devrait être lié à celui des revenus. Oui, ça, on s'aperçoit que c'est quand même pas forcément la réalité. Alors, des effectifs dans les agences, on parlait de 9500 agences, vous le disiez, Jean-Charles, tout à l'heure, 26 000 salariés, avec des CDI, évidemment, majoritairement, 23 000, 500 CDD, donc c'est vrai que les agents n'abusent pas des CDD, on peut le dire, et 2500 alternances, intéressant ça. Oui, c'est intéressant, enfin, il y a un beau boulot qui est fait notamment par la fédération, sur le recrutement d'alternants, qui après peuvent devenir de vrais collaborateurs ou associés. Donc ça, pour le coup, ça commence à arriver. On le sent quand on intervient aujourd'hui dans les écoles. Il y a une meilleure connaissance du métier d'agent. Ça reste encore très 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 mesuré et très feutré, mais l'agent général d'assurance commence à attirer un petit peu plus de monde. Et on parlait tout à l'heure de l'âge moyen d'entrée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a certaines compagnies qui font aussi confiance beaucoup plus jeunes que ça ne l'était auparavant. Et c'est vrai que même si on a une moyenne d'âge aujourd'hui d'entrée à 37 ans, on a aujourd'hui des réseaux qui peuvent recruter en jeunes diplômés, en sortie d'école. Donc ça, c'est plutôt positif et ça donne quand même un souffle un peu nouveau à la profession. Moi, j'ai dit à mes étudiants à la faculté en Master 2 en droit des assurances, qui font de l'alternance, intéressez-vous aux agences générales d'assurance parce que vous ferez un métier large, varié. Donc voilà, je fais un petit peu de publicité pour l'alternance qui est quand même une réussite, je pense, globalement dans le pays, et c'est une réussite chez vous, puisque 2500, c'est pas mal. On a mené aussi un très gros travail depuis 2 ou 3 ans, je pense, au sein de la fédération, par un service très dynamique qui a cherché et qui a noué des partenariats intéressants, à la fois nationaux et régionaux. Et puis peut-être toujours rappeler quand même que, je redis ce que je disais en intro, mais TPE, PME, ceci étant, effectivement, nos collaborateurs, nos collaboratrices aujourd'hui, c'est un métier, la fiche de poste est assez large quand même au final. Et donc, très souvent, en fait, on comprenait dans la relation avec nos collègues agents qu'il était très très difficile, une fois qu'on avait posé la fiche de poste, de trouver la personne qui nous convenait. Donc effectivement, une des réponses, c'est plutôt de trouver des solutions par l'alternance. Et donc ça marche très bien. On voit bien à Niort, on voit bien à Saintes, on voit bien tous ces BTS par alternance qui ont été créés dans une relation avec des organismes de formation, et la patte AGA et la volonté, entre guillemets, de la fiche de poste des agents généraux. Ça, c'est quand même un travail qui commence à payer, qui est très intéressant. Et on était beaucoup sur le BTS par alternance, mais aujourd'hui se développe aussi un nouveau sujet très intéressant qui est la licence par alternance, bachelor, qui est une très belle réponse, qui est une très belle réponse et qui prépare certainement demain à tendre vers un MBA, et ce sera certainement un des bassins intéressants de recrutement des futurs agents généraux. Oui, parce que vous avez mis en place cette formation au niveau de quelle école déjà? On peut refaire un peu. On a plusieurs, d'accord. C'est au niveau de plusieurs établissements. Donc, vraiment en région aujourd'hui, depuis 2 ans, il y a une forte accélération d'un partenariat dans les écoles, surtout pour créer ce fameux parcours du BTS jusqu'au MBA qui n'existait pas et qu'on veut absolument créer pour justement garder ses collaborateurs. Donc il y a un BTS aujourd'hui collaborateur d'agence, ça c'est plutôt positif, qui n'existait pas, une licence, un bachelor et la suite effectivement avec le MBA pour créer cette fameuse filière. Il faut oser recruter le plus tôt possible dans ce métier, je crois que c'est... Alors, sans présager les chiffres futurs, oui, il faut oser recruter tôt par rapport à ce que disait Pascal aussi. La spécialisation, la structuration de nos agences fait qu'on a besoin aujourd'hui de masse salariale et de collaborateurs compétents. Le fameux collaborateur dont parlait Jean-Charles, multitâche, il existe quelque part, peut-être caché
Je ne sais où. L'Afrique. Je ne sais où. Mais non, sérieusement, voilà, aujourd'hui, on sent bien que ce soit dans une très petite agence ou une agence un peu plus structurée, il nous faut aujourd'hui des collaborateurs sur des pôles de compétences très spécifiques. Voilà, la réglementation aussi fait, et c'est tant mieux. Encore une fois, on insiste. Voilà, on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas faire de la santé, de la vie, du dommage, de la retraite, de la décennale. Dans la même journée, c'est très compliqué. Et effectivement, aujourd'hui, on a besoin de recruter, et il faut recruter, il faut investir. Et le mot d'ordre, le message qu'on veut faire passer par rapport au modèle, même le modèle spécialisé vie, voilà, essayer de vous armer par rapport à un développement futur sur des marchés différents. Les avocats se spécialisent, les médecins sont spécialisés, donc ce ne serait pas normal, je dirais, que la profession libérale des agents généraux suivent ce terrain. Il y a des perspectives de recrutement assez intéressantes, Jean-Charles Pinet, sur dans les études que vous avez questionné les agents. Oui, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en fait, au final, même l'agent évoluant seul dans son agence, et là on parle essentiellement effectivement d'agents vie, il y en a quand même 30% qui sont en recherche d'un emploi. Donc il y a une vraie dynamique, elle va de 30% à quasi 50% pour les grosses agences. Quand je dis les grosses agences, plus de 4 salariés. Aujourd'hui, 48% de ces agences-là sont en recrutement. Alors évidemment, ce qu'on se disait l'autre jour à l'Assemblée Générale, c'est que ces agences-là, de toute façon, par le fait qu'elles ont des tailles, elles ont des départs, donc elles doivent compenser. Donc forcément, entre le 30 et le 48-50... Et c'est pas forcément une augmentation de... Voilà, il y a 15% parce qu'on a un départ en retraite, parce que forcément, on a une collab ou un collaborateur qui a été sollicité par une autre structure qui part. Voilà, il y a une vie, quand même, un mouvement. Mais aujourd'hui, ce qu'on se rend bien, c'est qu'on est une profession qui embauche. Hein. Donc on vient aussi, bien sûr, d'évoquer ce besoin qui n'est pas pourvu, qu'on est en mouvement, c'est-à-dire qu'il n'est pas pourvu, donc il y a forcément des manques. Et donc forcément, on essaie aussi de travailler sur ce sujet, mais on est une société qui embauche et qui forme, quoi. C'est 2500 alternants sur 24 000 collaborateurs, c'est aussi très important. Donc, voilà. C'est ce qu'on essaie aussi de renvoyer dans tous ces éléments, les uns à côté des autres, pour dire on est vraiment installé dans une profession qui se professionnalise, qui embauche. Et puis on a quand même nos 15 heures. On montre aussi des signes de professionnalisation, puisqu'on doit, même au cours de sa carrière professionnelle en agence, forcément se mettre à la page de tous les enjeux qu'on vient d'évoquer de la professionnalisation. Alors on a parlé agent, maintenant on parle agence, avec une répartition des activités. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette répartition des activités? Les agents font beaucoup de dommages. C'est quand même sous les yeux. De nouveau, on peut se dire que c'est l'histoire, hein, presque 2,5 milliards de commissions sur l'incendie automobile et les risques divers. Oui, les agents avant tout, il y a sur les fameuses 9500 agences, vous avez 7700 agents sur le dommage, et vous avez 1800 agents quasi exclusifs vie, puisqu'ils font plus de 50% de vie, donc on les a classés dans l'exclusivité. Ce qu'on a découvert aussi qui est important, c'est qu'au final, malgré tout, la vie, le gros de la vie, est quand même porté par ces agents, au final, qui font aussi du dommage. Des agents mixtes, en fait. Oui. Enfin, on peut les appeler mixtes. En tout cas, ils ont un bassin de clients ou de sociétaires qui fait que c'est eux aussi qui tirent le demi-milliard de vie qui est fait en commission. Donc voilà. Et donc ça traduit peut-être les éléments qui seront évoqués un peu plus tard, mais qui fait que les éléments qui font que, souvent de fois, les agents vie sont quasi uniques et ont des petits commissionnements, puisqu'en fait, la masse quand même de ce commissionnement vie est fait par des agents IARD. Donc ça, c'est important, c'est ce qu'on a vu. Il y a aujourd'hui 6700 agents qui ont une activité vie significative. Et ce n'était pas un chiffre qu'on avait forcément spontanément. Oui, c'est vrai que ça vient... Aujourd'hui. Voilà, c'est pas... On s'était dit, le marché vie sera porté par des agents spécialisés. Et en fin de compte, on s'aperçoit que 60% des commissions en vie sont portées par des agents dommages. Donc... là aussi, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir que la vie est aussi un axe de développement dans des agences organisées, structurées. Et depuis que Benjamin essaye de m'en persuader, j'en suis persuadé aujourd'hui. Oui. Effectivement, on voit que l'assurance de personnes, c'est une des composantes des comptes d'exploitation. Et là aussi, il faut regarder, et on va s'attacher à regarder ce que
coûte en charge la partie de développement d'assurance de personnes, ce que coûte en charge la partie d'assurance dommage, parce qu'en face, je ne suis pas sûr qu'on mette les mêmes charges. Donc là aussi, il faudra creuser un peu plus finement ces sujets-là. Une étude à faire en profondeur. Parce que c'est quoi? C'est 30, donc c'est 2 tiers, à peu près, les commissionnements dommages, en moyenne, c'est ça? Oui, un tiers, et un tiers vie, enfin assurance de paie. 2 tiers dommages. 2 tiers dommages, voilà. 100 millions de prêves. Voilà. Bon, après, c'est à peu près les 2 mêmes enveloppes. Le demi-milliard en vie et quasi le demi-milliard en prêves. Donc c'est vrai qu'à côté de ça, 2 milliards, presque 5 d'IRD. Donc effectivement, c'est toujours, le moteur reste l'IRD. On sent quand même qu'on va dans une vie, peut-être demain, qui sera plus une vie d'usage que de propriété. Donc de fait, disons-nous quand même que le marché qui va, on le disait tout à l'heure un peu en introduction et en préparant, le marché vie et prêve, en tout cas la prêve, la vie, bon, mais en tout cas la prêve est certainement un marché qui va augmenter. Ce gâteau va augmenter. Il va augmenter parce qu'on a toujours un vieillissement de la population. Voilà, on est dedans. Et les besoins en plus. Il va augmenter parce qu'il y a une insuffisance de couverture, tout à fait. Notamment pour les TNS. Exactement. Vous avez aussi tous les enjeux, donc vieillissement, TNS. Dépendance. Et dépendance. Ouais. Et dépendance. Ça avance sur ce Et puis le 5e risque, comment on évolue. Donc aujourd'hui, forcément, ce marché va augmenter. Nous, on a l'ambition, depuis quelques semaines, on évoque cette ambition de dire qu'il faut aller au milliard de commissions, au moins sur la prêve. Il faut qu'on y est. Je veux dire, il n'y a pas de raison. C'est un marché qui va être porteur. Ouais. Donc on est sur 1 milliard. Ce qu'on a repéré aussi dans cet observatoire, c'est qu'au final, on a beaucoup de collègues, collègues et d'agences qui sont aux portes, puisque globalement, on a 50% des agents, entre 35 et 50% en fonction, qui ont déjà mis le pied dans cette activité. Alors, je pense que ça fait peut-être partie, d'ailleurs, ça renvoie à ceux qui sont peut-être en dynamique de recrutement. Ils y sont, peut-être qu'il manque un peu de professionnalisation, ou de professionnalisme, pardon, voire ils sont peut-être pas assez staffés. Donc on suppose qu'ils sont là, aux portes, un bon volume, ils savent faire, ils ont déjà mis le pied dedans. Et donc là, il faut qu'ils le développent. Donc un investissement à faire. Un autre point, le courtage représente 4% seulement des coms. Alors, on va être obligé de briser un tabou. Oui. On va rassurer les compagnies d'assurance. Rassurer, oui, tout à fait. Oui, parce que les agents ne sont pas infidèles. Les agents sont très fidèles, quitte à ne pas faire l'affaire. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle de 4% de commission en courtage, ça veut dire que dans 96% des cas, on ne présente rien. Donc si c'est pas d'infidélité, c'est bien de le dire, de repositionner. Non, mais ça permet de démystifier des discours des fois un peu ampoulés de certaines compagnies d'assurance. Aujourd'hui, les commissions courtage, c'est 4%. Voilà. Donc ça reste vraiment du courtage accessoire dans l'exercice de notre mandat. Ça reste marginal. Voilà. Enfin, exactement, c'est le courtage accessoire, il n'y a rien d'autre à dire, mais il fallait le dire. Alors, si on regarde les agents vie spécialisés maintenant, quelques chiffres, Jean-Marie Saunier, sur les agents vie spécialisés. Quelques chiffres. Oui. 1800 agences. 1800 agences, oui. On va les retrouver dans des réseaux vraiment spécialisés, et puis quelques-uns qui sont dans des réseaux plutôt habituels, traditionnels, qui font tous les risques. On a, ça représente que 10% des commissions totales, et il représente 40% des commissions vie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. 60% des commissions vie, elles sont faites plutôt par les agents dommages. Les éléphants on porte une grosse partie, puisque c'est là qu'on a les grosses agences. C'est vrai qu'il faut avoir en tête qu'on a quand même des grosses agences. L'éléphant est on a 1500 agences qui représentent plus de 500 000 euros de commission. Et donc cela représente une bonne partie. Je parlais d'éléphant, excusez-moi, mais... non, mais l'animal sage... d'Afrique. Justement, un animal sage et qui vit longtemps. Voilà. Alors, et donc là, en revanche, par exemple, si je prends cette idée, des agents spécialisés vie, des très gros agents, il y en a très peu. Très très peu, il y en a 200 agences à tout casser. En revanche, ils sont tout petits. Et là, on en a 2 tiers qui ont un commissionnement moyen à 60 000 euros. Commissionnement vie, donc c'est très, très petit, pour un commission totale de 84 000 euros. Donc vous voyez, c'est plutôt des agents petits, et donc on va retrouver la deuxième particularité de ce réseau, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer, qui vont rester pas longtemps. Et avant 3 ans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avant 3 ans, il y a beaucoup de sorties. Il y en a 1 sur 2 qui va rester. Donc il y a un turnover. Et après, ça se stabilise très vite, en revanche. Et il y a une durée, on a une évolution des commissions qui se fait naturellement.
disons qu'il y a, voilà, les 3 premières années sont difficiles, et puis après 5 ans, voilà, c'est stabilisé, les gens ont trouvé leur positionnement. Mais il faut passer dans le bail 369, il faut passer les premiers 3 ans. Ouais, c'est ça, c'est 3 ans. C'est un peu comme le mariage, c'est 3 ans. C'est ça, oui. Voilà. Donc l'animal est sage, il vit longtemps, sauf sur ces agents vie spécialisés, où finalement, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce turnover, Benjamin? D'abord, ces agents vie spécialisés, ils font qu'est-ce qu'ils font exactement? Vie et prévoyance? Oui, ils font de la vie, ils font de la santé et prévoyance, généralement pour commencer leur activité. Comme disait Jean-Marie, il y a effectivement une moitié d'agents qui persistent au bout de la 3e année. C'est souvent des agents en création, ou alors avec des très petites tailles de portefeuille. Donc c'est vrai que la pérennité est compliquée. Ce qu'on verra aussi avec ce que Pascal commençait à évoquer, c'est aussi qu'il y a quand même à un moment donné une notion de coût et de ratio, de rentabilité. Par client, oui. Par client. Ouais. Il y a un déclenchement qui se fait au bout d'un certain nombre d'années ou de volume de commission. On s'aperçoit que sur ce modèle-là d'agent, le coût moyen, le rendement moyen par client est quand même beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Donc, j'ai en tête une rentabilité 2 fois moindre, mais c'est une rentabilité qui est à peu près, si on compte une moyenne, on est à 343 € de base, et pour les agents en vie, on est plutôt à 450. Donc c'est vrai que la rentabilité, c'est un chiffre qu'on n'avait pas forcément utilisé ces dernières années, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir le faire ressortir. On a fait ce petit exercice tous ensemble, et c'est vrai qu'on a des très très fortes disparités. Et surtout, on a des idées un peu préconçues entre le dommage, la santé et la vie, qui sont assez bluffantes. Et je pense que c'est un chiffre qu'il va falloir qu'on suive et qu'on puisse comme ça alimenter chaque année. Toujours est-il qu'effectivement la pérennité de ces agents dits spécialisés vie est beaucoup plus forte au-delà de 5 ans, voire 10 ans. C'est vraiment au bout de la 10e année que dans ces réseaux, on parvient à se stabiliser. Voilà. Mais encore une fois, c'est des réseaux qui demandent à être structurés. Voilà, on a besoin de structuration dans ces réseaux-là. Parce que les chiffres sont assez... sur 3 ans, 50% en fait de turnover, dire de départ, alors qu'on a une pérennité de 89% pour les autres réseaux, donc sur 3 ans c'est fort. Et après ça continue, même à 5 ans, 43% de pérennité, 79% pour les autres réseaux. Et à 10 ans, quand même encore, même s'il y a une amélioration, 45% de pérennité et 65% pour les autres réseaux. Donc il y a une question sur ces agents vie spécialisés. Question de modèle économique, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux finalement? Parce que quand on voit ces résultats, parce que les compagnies ont l'air d'y tenir à ces réseaux d'agents vie spécialisés, on ne va pas citer de nom, mais elles les développent, certains ont des intentions de les développer, peut-être un message? Alors, un message, effectivement, ce chiffre nous interpelle. Oui. Nous interpelle parce que si on sort du chiffre, derrière ces 50% à 3 ans, ça veut dire qu'il y a 50% d'échecs. Et peut-être 50% de situations personnelles ou psychologiques qui peuvent être un peu destructrices. Et malheureusement, ce qu'il faut que les compagnies sachent, c'est que ces 50% d'agents qui sont dans une situation délicate, on les récupère, nous, à la Fédération, dans l'accompagnement pour la sortie. Et c'est pas toujours très, 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 très joli. D'accord. Donc, je comprends qu'on puisse avoir envie de constituer des réseaux avec une spécialisation. Par contre, il me semble important, à l'éclairage de ces chiffres, de se poser la question du démarrage. Alors aujourd'hui, les compagnies font des efforts. Il y a un accompagnement financier, il y a une aide au démarrage, mais preuve que ça ne suffit pas. Alors, est-ce que c'est un problème de casting? Est-ce que c'est un problème de modèle économique tel qu'il est aujourd'hui posé? Moi, j'aimerais bien qu'on puisse en parler avec les compagnies, parce que, très sincèrement, il faut bien qu'on ait en tête que quand un agent sur 2 part au bout de 3 ans, il y a un agent qui est en situation de détresse. Bien sûr. Et ça, comme toute entreprise individuelle qui se lance, il y a eu des investissements personnels, il y a eu des choix personnels, éventuellement de changement de région, de changement de situation professionnelle.
Et derrière, il y a de la casse. Donc, attention. Alors, en plus, on est quand même sur un marché, et c'est malheureusement pas l'actualité qui nous démentira, on est sur un marché où la réglementation est de plus en plus compliquée. Aujourd'hui, vous savez que nous avons une discussion sur le sujet du commissionnement, sur les produits en assurance de personnes. Donc, vouloir à tout prix aller sur des réseaux spécialisés qui ne feraient que ça, avec le risque aujourd'hui d'avoir une remise en cause du mode de rémunération, je pense qu'il est urgent de ne pas se hâter. Au même titre que embarquer aujourd'hui des agents dans ce projet, dans ce modèle exclusif, je pense qu'il faut réfléchir. Ça peut être un modèle intéressant pour le démarrage, mais ça veut dire qu'on sait qu'à 3 ans, il faut qu'il se passe un truc. Alors ça peut être un rapprochement avec un portefeuille, ça peut être... On pourrait imaginer des modèles avec un démarrage, une situation à 3 ans, une situation à 5 ans, une situation à 10 ans. Il y a peut-être des choses à écrire. Encore une fois, peut-être qu'il faut aussi, dans le cadre de la cartographie réseau des compagnies d'assurance, il y a peut-être des choses à organiser. Mais là, ce chiffre doit nous interpeller et nous interpelle. Oui, malheureusement, il quantifie ce qu'on vit, nous, dans les services de la Fédération. Oui, parce que ça peut être des collaborateurs intéressants en association ou en salariat, enfin peu importe, mais pour les agences mixtes, on va les appeler mixtes, c'est-à-dire qu'ils font à la fois du dommage et de la vie. Non, mais on peut même aller, Jean-Charles. Un savoir-faire quand même. Il y a des compagnies qui ont des réseaux salariés. Oui. Quand les salariés s'en vont, il y a des clients qui sont en déshérence. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ces clients en déshérence, on ne pourrait pas imaginer les rapprocher d'un agent général? Enfin, il me semble qu'il y a des choses qui pourraient être réfléchies. Il y a un travail à faire en amont sur le recrutement. Autant je partage le fait de la spécialisation, parce que la compétence, elle est forte sur ce marché, autant le modèle économique tel qu'il existe aujourd'hui m'interpelle et nécessite qu'on s'y penche un peu plus qu'on ne le fait peut-être aujourd'hui. Mais encore une fois, on n'avait pas de référence chiffrée. Aujourd'hui, on a une référence chiffrée. Oui, parce que des collaborateurs qui peuvent être, encore une fois, intéressants et qui ont au moins une formation pendant 3 ans, même si économiquement on sait que c'est dur d'aller démarcher des clients, surtout sur la prêve, on a un travail à faire. Sur la vie, ça se complique avec la conformité, avec la réglementation européenne sur cette question, et puis en plus des rémunérations, donc qui est toujours... qui est toujours l'épée de Damoclès au-dessus des têtes des distributeurs. Ça, c'est un sujet qu'on suivra, parce qu'on doit suivre dans le temps et interpeller les compagnies. Et nous serons, nous, promoteurs sur ce dossier, parce que j'aimerais voir, moi, le nombre de dossiers d'accompagnement à la sortie que l'on a dans les services de la Fédération, franchement diminuer. Alors, cette émission touche à sa fin, mais c'était passionnant, comme toujours. Est-ce que un petit mot sur chacun, sur comment vous voyez les choses, et puis je voudrais après un petit rappel que je demanderai à Pascal sur comment rappeler les outils que vous mettez à disposition des agents, sur tous ces sujets-là. Jean-Charles, Jean-Marie, Benjamin. Je peux donner un message d'optimisme, bien sûr. Oui, président. C'est plutôt optimiste quand même, globalement. C'est pas parce qu'il y a des questions qui se posent. Je trouve que c'est quand même un observatoire qui est plutôt optimiste. On a aujourd'hui une part de marché de 8% chez les agents généraux en vie. Il y a du travail. Donc je pense que c'est difficile de faire moins. Et effectivement, notre volonté et la volonté de la Fédération, et c'est tant mieux, c'est de pouvoir enfin prendre des parts de marché, celles que nous devrions avoir. Et on le voit dans cette étude, on est déjà présent. Et comme l'a dit Jean-Charles, il y a souvent un léger cap à prendre. Donc c'est peut-être une structuration, une embauche, un certain nombre de choses à mettre en place, mais il y a déjà cette volonté, donc on le sent. Voilà, on veut faire le milliard de commissions en santé, prévoyance et en vie. 2 milliards. Puisque c'est quand même notre objectif. 2 fois. 2 fois. Voilà. Et aujourd'hui, tous les chiffres parlent. La collecte en vie ne cesse d'augmenter. Le marché de l'assurance vie est quand même extrêmement porteur. Celui de la retraite, Jean-Charles, c'est pas vous que je vais le dire. Il est il y a de quoi faire. extrêmement intéressant. Celui de la prévoyance, n'en parlons pas. La 5e branche dépendance, sûrement ou d'une autre manière. Mais donc voilà. Donc c'est quand même que des choses qui sont extrêmement positives.
et que je voudrais aujourd'hui transmettre à mes futurs collègues. En tant que président de la commission d'assurance de personnes, Responsable. je le rappelle, responsable, oui. Non, tu es président. Moi, j'ai eu la chance de piloter ce deuxième observatoire comme j'avais eu la chance de me voir confier le premier. On a fait un travail avec Jean-Marie qui était vraiment cette année très fin. Il consolide notre métier. Moi, je crois qu'on est bien inscrit dans ce paysage, même si on est une population à un regard national macro, petite population. Mais je crois qu'on est solide. Et puis, moi, je redis, vraiment, on est la réponse dans la distribution de l'assurance. On le voit bien avec tous les événements, les histoires de la sécheresse, les histoires du séisme, les histoires des émeutes. C'est nous qui sommes en première ligne aujourd'hui, qui sommes les amortisseurs de ces difficultés. Donc, tout ça, c'est conforté avec notre professionnalisation. Voilà, enfin, je veux dire, l'agent général, aujourd'hui, il a vraiment été dépoussiéré depuis 15-20 ans. Et donc, aujourd'hui, il sait faire le métier, il est sur le terrain, il est staffé. Voilà. Et donc, il faut qu'il continue. Parce qu'effectivement, moi, j'ai un président des agents généraux de la mutuelle Poitiers qui dit régulièrement, je l'entends, n'ayez pas peur d'embaucher, parce que c'est vrai que l'embauche dans des PME, c'est toujours se dire qu'est-ce que j'attends d'avoir assez de commissions pour embaucher, ou je dis j'embauche parce que ça me fera plus de commissions. Moi, j'ai envie de passer ce message-là aujourd'hui. Embauchez, vous aurez des commissions en plus, et Jean-Marie sera content. Alors, Issoni, oui, vous êtes content, il faut embaucher. Tout à fait, exactement. Qui dit embauche, dit cotisation. Tout à fait, parce que nous, après, il y a la retraite, Et après, il y a le cimetière des éléphants. Et donc, c'est extrêmement important de sécuriser. Magnifique. Il faut une croissance pour assurer les retraites. Il faut une croissance pour assurer les retraites. Et jusqu'alors, ça a toujours bien fonctionné. Pascal, beaucoup de choses ont été dites. Je pense que vous... Beaucoup de choses ont été dites. Moi, je tenais déjà à remercier Benjamin, Jean-Charles, Jean-Marie, sans oublier Céline, Camitine et Florent, qui ont œuvré jusqu'à tard le soir la semaine dernière pour qu'on soit dans les délais de ce qu'on avait annoncé dans la remise du document. Donc un grand merci à toutes et à tous pour ce travail. Oui, on doit être optimiste. On doit être optimiste sur notre métier. On va dire qu'on est les couteaux suisses de la distribution de l'assurance pour les compagnies, parce qu'on a une capacité d'adaptation phénoménale, de rebond exceptionnel. Les compagnies peuvent s'appuyer sur nous. On voit que la profession est en bonne santé. Et qu'elle est fidèle. Vous vous rappelez les 4% de comptage. Parce on a un taux de commercialisation des produits de nos mandantes très élevé. On a des axes de progrès très forts. Alors aujourd'hui, ces axes de progrès, on en discute pour certains avec les compagnies sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles énergies. Donc là, bien sûr, il y a un moment d'adaptation, mais on a des marchés qui sont porteurs. On a effectivement des marchés de développement sur l'assurance de personnes, la santé et la prévoyance qui sont très importants. L'assurance de la personne au sens large, dans les années à venir, on sera positionné sur ce marché, bien sûr. Donc pour moi, j'ai pas d'inquiétude sur ce métier. L'inquiétude que j'ai, c'est qu'à un moment donné, il faut que ce métier continue de pouvoir être rémunérateur. Et je ne veux pas travailler exclusivement sur la croissance de mes commissions, je veux aussi analyser mes revenus. Alors, peut-être les compagnies trouveront choquants ces propos, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, je suis un entrepreneur indépendant et individuel, et je dois réfléchir à ma capacité d'investissement. Alors, bien sûr qu'il faut que je me développe à travers mes commissions, c'est évident. Si je me développe, les compagnies se développeront, Jean-Marie sera heureux, mais il faut aussi que je sois en capacité de pouvoir piloter mes revenus, parce que ça fait partie de ma vie professionnelle. Ça passe aussi par les modes d'exercice, par le modèle d'exercice, le mode de distribution, sous quelle forme est mon agence, et dans quelle organisation elle est structurée. Je suis sûr que vous arriverez. Quand j'étais jeune, on me disait les agents, c'est fini. Je l'ai entendu ça pendant. Oui, mais bien sûr. Journaliste, je suis vieux maintenant, mais je l'ai entendu. Et je m'aperçois que ça reste une profession, en tout cas, qui recrute et qui se développe. Vraiment une minute, parce que faut rappeler quand même les outils que vous avez à disposition, trajectoire. Alors Interfimo, dont on a parlé.
parler pour la transmission, trajectoire. L'outil trajectoire est un outil pour faire un diagnostic et une auto-analyse de son agence, avec un certain nombre de décisions qu'on peut être amené à prendre. Trajectoire est un outil qu'il faut faire quand on veut s'associer, quand on veut recruter, quand on veut déménager, quand on veut rentrer un collaborateur commercial, quand on veut changer de point de vente. Tout ceci, c'est une analyse qu'on fait avec Trajectoire. Derrière, on peut accompagner notre confrère à la lecture de cet outil. On a un outil de simulation aussi, lorsque je me projette en SARL, on a un outil de simulation fiscale et sociale qu'on peut mettre à disposition. Et puis bien sûr, toutes les équipes de la fédération qui sont présentes pour le conseil à nos adhérents. Mais franchement, je crois qu'on peut être optimiste sur notre métier. Il a changé. Bien sûr qu'on ne l'exerce plus comme il y a 15 ans, comme il y a 20 ans, c'est évident, mais il changera encore, et les attentes et les besoins de nos clients ont changé. Donc il est logique que notre métier ait évolué, bien sûr. Merci à tous, merci Pascal Chaplon, je rappelle, président d'AGA, merci Benjamin Proulx, président adjoint d'AGA, responsable de la commission d'assurance de personnes, où je vous ai nommé président, voilà. Agent Swiss Life, Jean-Charles Pied, trésorier d'AGA, important le trésorier, donc agence mutuelle de Poitiers, et monsieur Jean-Marie Sommier, directeur de la Cavamac, qui espère, lui, la grosse croissance des agents. Exactement. Pour que les communications rentrent et que les cotisations rentrent. Merci à tous. À bientôt dans une prochaine émission AGA. Vous nous avez suivis, j'espère, avec intérêt. Et il y a beaucoup de sujets, je peux vous le dire, que nous recreuserons par rapport à cet observatoire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.